En 2008, Joseph Kabila a signé avec la Chine un contrat mine contre infrastructure, mais 15 ans plus tard, l'inspection générale des finances du Congo-Kinshasa a dénoncé, je cite, une colonisation économique inacceptable et Félix Tshisekedi a réclamé un dédommagement de quelques 20 milliards de dollars lors d'une visite à Pékin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, côté congolais, des sujets de mécontentement par rapport aux Chinois? Alors du côté congolais, mais aussi d'autres pays où Valérie Niquet, bonjour. Bonjour. Quel est à votre avis le principal enjeu de ce sommet Chine-Afrique à Pékin? Alors, du côté chinois, les sommets FOCAC sont très importants pour réaffirmer la montée en puissance de la Chine sur la scène internationale. Alors, à la fois, il y a une dimension économique. Le continent africain devient un marché très important pour la Chine, pour tout ce qui est produits, énergie renouvelable, tout ce qui est télécom, tous ces secteurs qui sont de plus en plus véhicules électriques, même batteries, qui sont de plus en plus fermés dans les pays développés, mais où il y a un énorme marché potentiel en Afrique et qui, en faisant nombre, est très intéressant pour la surproduction chinoise dans tous ces secteurs qui a absolument besoin de pouvoir exporter. Du côté africain, il y a ces attentes qui ne sont pas nouvelles en termes de soutien au développement, notamment sous forme de prêts, d'aides, de programmes de développement des infrastructures, sans qu'il y ait toujours une parfaite cohérence entre tous les projets. Et surtout sans qu'il y ait l'expression parfois du côté africain de véritables besoins et c'est plutôt la Chine qui en général conserve l'initiative, que ce soit pour augmenter son aide et ses prêts ou que ce soit au contraire, comme on l'a vu lors des derniers sommets, pour au contraire réduire ses investissements en raison des difficultés qu'elle rencontre elle-même d'un point de vue économique. Alors la chute spectaculaire des prêts chinois aux pays africains depuis 4 ans, est-ce que c'est le signe d'un désengagement ou d'un simple changement de stratégie? Alors, c'est présenté comme un changement de stratégie avec la réorientation des initiatives des routes de la soie vers des projets plus petits, mieux adaptés, moins coûteux, plus soucieux de l'environnement, plus tournés justement vers les questions climatiques, par exemple énergétiques, d'énergie nouvelle qui sont très intéressantes encore une fois pour la Chine. Mais ça recouvre aussi une nécessité, c'est que la Chine a beaucoup moins de moyens économiques qu'elle n'en avait par le passé. L'économie chinoise rencontre de grandes difficultés. La Chine a besoin d'investissements, notamment pour tout ce qui concerne la prise en charge sociale sur son propre territoire. Il y a eu un gros ralentissement de la croissance chinoise qui n'est pas repartie. Elle est aujourd'hui autour de 4 à 5% par an, ce qui est très peu pour un pays comme la Chine. Et donc, il y a moins de moyens. Et la Chine est aujourd'hui beaucoup plus soucieuse d'investir, y compris pour les projets route de la soie, dans des projets qui soient plus rentables et plus efficaces. Donc, c'est un peu terminé le temps où la Chine fournissait largement des prêts et des aides pour acheter en quelque sorte le soutien de beaucoup de pays. Par ailleurs, il y a eu aussi tout un discours qui est réel sur le surendettement de beaucoup de pays. La Chine est aujourd'hui, en tant que puissance individuelle, le premier prêteur aux pays africains. Et donc, il y a aussi un discours qui s'inquiète en Occident, bien sûr, on en parle souvent, mais aussi dans certains pays africains eux-mêmes sur les risques de surendettement. C'est aussi sans doute qui explique une réduction des prêts chinois, mais sans doute la plus importante raison, encore une fois, c'est le ralentissement de la croissance économique de la Chine elle-même. La Chine ne veut pas se retrouver dans le piège des prêts accordés à des pays qui sont incapables de rembourser leurs dettes? Voilà, c'est quelque chose qui devient plus important comme critère de sélection de la part des institutions chinoises en matière de financement, tout simplement parce que Pékin aujourd'hui est moins prêt financièrement à assumer le coût de projets qui ne sont pas toujours financièrement intéressants parce qu'elle en a moins les moyens. Ceci dit, l'Afrique reste un continent intéressant en termes de marché pour la Chine, avec notamment tous ces produits des industries nouvelles en matière de véhicules électriques, de panneaux solaires, tous les réseaux de télécom qui sont très importants, l'espace même où la Chine essaye de vendre aux pays africains l'utilisation de ses propres réseaux satellitaires. Donc tout ça, c'est des secteurs où la Chine a de vrais atouts pour s'implanter sur un marché africain qui se développe. Depuis 1 an, les Chinois subissent une déconvenue en Afrique de l'Ouest. Ils ont financé pour 4 milliards de dollars un oléoduc Niger-Bénin dans lequel le pétrole ne coule pas à cause de la crise entre les deux pays. Ils se retrouvent médiateurs, bien malgré eux, d'une crise dont il se serait bien passé. Est-ce que cela ne risque pas de les refroidir dans leurs projets d'investissement au Sahel et en Afrique de
de l'Ouest? Alors, ce qui est certain, c'est que la Chine en Afrique, finalement, joue un rôle majeur d'un point de vue économique. En revanche, la Chine est très prudente pour tout ce qui est engagement dans les questions de sécurité en Afrique et elle s'inquiète évidemment beaucoup de la situation au Sahel, en Afrique de l'Ouest. Elle regarde la manière dont des puissances anciennement présentes comme la France n'y sont plus. Elle voit également le rôle de la Russie dans la région et la montée des tensions. Et en même temps, elle n'est pas capable aujourd'hui, eh bien, on parle beaucoup de la montée en puissance de la Chine, mais la Chine n'est pas capable aujourd'hui, en dépit de sa base à Djibouti par exemple, de jouer le rôle que ces puissances comme la France ou d'une manière plus négative, certains groupes russes peuvent jouer dans la région. Et donc elle est plutôt spectatrice et inquiète en effet pour des investissements actuels ou futurs. La Chine a été aussi très active au Soudan et elle surveille de très près la situation dans les deux Soudans en quelque sorte où elle a aussi d'importants intérêts. Mais quand Niamey et Cotonou demandent à la Chine de faire médiation dans leurs différends pétroliers, est-ce que cette puissance chinoise n'est pas obligée de faire de la politique malgré elle? Oui, elle le fait. Et c'est vrai aussi que ça flatte l'intérêt de la Chine qui se présente comme un médiateur, que ce soit là, mais on l'a vu dans d'autres circonstances, avec des accords signés à Pékin entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ou plus récemment entre les autorités palestiniennes. Donc en fait, la Chine est intéressée à apparaître comme un acteur important qui peut jouer un rôle diplomatique important sur la scène africaine. Il n'est pas certain qu'elle en soit tout à fait capable et qu'elle ait envie de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, puisqu'elle a des intérêts des deux côtés. Mais on peut imaginer que pendant ce sommet de Pékin, elle essaye de rapprocher les points de vue du Niger et du Bénin. Oui, et 50 pays africains sont présents. Et donc Pékin, on le voit, en profite pour avoir de multiples réunions bilatérales qui permettent en effet de faire avancer des dossiers complexes. Alors on dit que les Chinois abandonnent les méga projets d'infrastructures, mais est-ce qu'il n'y a pas une exception pour les pays très dotés en matières premières? Je pense par exemple à la Guinée-Conakry et à ses mines de fer de Simandou, et au Congo-Kinshasa et à ses mines de cobalt. Alors effectivement, la Chine a joué un rôle majeur dans le développement des infrastructures qui lui permettent d'avoir accès aux ressources et le Congo est notamment très important avec le cobalt en raison du rôle du cobalt dans les nouvelles énergies pour l'adaptation climatique où la Chine se positionne très en pointe et où elle a l'intention de jouer un rôle de développement très important en Afrique. En 2008, Joseph Kabila a signé avec la Chine un contrat mine contre infrastructure, mais 15 ans plus tard, l'inspection générale des finances du Congo-Kinshasa a dénoncé, je cite, une colonisation économique inacceptable et Félix Tshisekedi a réclamé un dédommagement de quelques 20 milliards de dollars lors d'une visite à Pékin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, côté congolais, des sujets de mécontentement par rapport aux Chinois? Alors du côté congolais, mais aussi d'autres pays où notamment la société civile et des partis d'opposition sont de plus en plus sourcilleux par rapport aux projets d'investissement chinois qui sont souvent très peu transparents. On ne sait pas très bien ce que la Chine obtient réellement en échange de ces investissements et il y a des demandes assez fortes de la part de certains secteurs de la société civile ou de partis d'opposition pour essayer de remettre en question une relation qui est trop asymétrique entre une puissance chinoise qui fait à peu près ce qu'elle veut et des régimes qui ont parfois eu intérêt à coopérer avec Pékin sans poser trop de questions. Alors au Congo-Kinshasa, les Chinois contrôlent 15 des 19 mines de cobalt, mais tout récemment, les États-Unis sont intervenus auprès de la grande société publique congolaise Gécamine pour la dissuader de vendre de nouveaux actifs de cuivre et de cobalt à une entreprise chinoise. Est-ce qu'on assiste à un nouveau bras de fer entre occidentaux et chinois en Afrique centrale? Alors ce qui est certain, c'est que les États-Unis, mais pas uniquement, regardent avec beaucoup d'inquiétude des ambitions chinoises sur le continent africain et ça n'est pas nouveau. Et tente, dans la mesure du possible, d'essayer d'offrir des alternatives ou en tout cas un autre choix qui permettrait aux pays de la région, notamment producteurs de matières premières, de se tourner vers d'autres marchés que le marché chinois et donc d'être moins dépendants des offres chinoises qui sont particulièrement intéressantes pour eux, notamment en matière de développement des infrastructures et des ressources. Parce que la grande chance de la Chine en Afrique depuis qu'elle s'intéresse de nouveau au continent, c'est que effectivement après la guerre froide, l'Occident
l'Occident s'est beaucoup désintéressé pendant longtemps du continent africain. Tout le monde, d'ailleurs, en Occident se tournait vers l'Asie. Et la Chine, elle, est venue en apportant un certain nombre de solutions qui ne sont pas évidemment parfaites, mais en tout cas qui ont comblé un vide, une sorte de vide sur le continent africain. Et aujourd'hui, l'Occident, et notamment les États-Unis, mais pas uniquement, dans un contexte de rivalité stratégique important avec Pékin, eh bien, essaye de reprendre pied sur le continent d'une manière qui soit plus gagnant-gagnant, comme disent les Chinois eux-mêmes, y compris pour les pays de la région. Il n'est pas certain qu'à moins d'une volonté extrêmement forte et de moyens considérables, on arrive à lutter contre ce que les Chinois peuvent offrir aux pays de la région. Parce que les Chinois sont moins chers, c'est ça? Les Chinois sont à la fois moins chers et surtout moins regardants sur toute une série de conditions. Ça ne fait pas forcément l'intérêt des populations locales, en termes de droit du travail par exemple, ou de ce qui revient à la population locale de cette croissance tirée par la Chine. Mais pour le moment, la Chine est quasiment la seule à offrir un certain nombre d'avantages, notamment pour les élites politiques locales qui en ont beaucoup aussi profité. Parce que les entreprises chinoises peuvent cadoter certaines élites sans risquer d'être poursuivies par la justice chinoise? Ce qui est certain, c'est que la Chine n'a pas signé un certain nombre de conventions qui sont beaucoup plus sévères sur l'accompagnement des contrats, par exemple, auxquels les entreprises occidentales ou japonaises sont soumises. Donc ça change évidemment la pratique des affaires. Les Américains s'inquiètent du projet éventuel des Chinois de s'installer militairement dans le golfe de Guinée sous la forme d'une base navale au Gabon ou en Guinée équatoriale. Est-ce que la marine militaire chinoise a vraiment l'intention de s'installer sur les côtes atlantiques du continent africain? Alors on parle beaucoup de nouvelles projections des capacités navales chinoises, effectivement, avec une nouvelle base. Sans doute ça intéresse Pékin. La Chine est déjà présente à Djibouti. Mais on voit que finalement cette présence chinoise reste relativement modeste, même si potentiellement elle pourrait être plus importante. Un des problèmes que rencontre la Chine sur le continent africain, dans les zones qui sont soumises à des tensions très fortes, comme notamment dans le Sahel, c'est que la Chine n'a pas du tout les moyens d'assurer ni sa sécurité, ni celle de ses entreprises, ni celle de ses ressortissants en cas de crise. Et même si la Chine avait une nouvelle base navale sur le continent africain, il n'est pas certain que ça renforcerait considérablement ses capacités d'action. On voit bien que notamment quand on compare avec la Russie aujourd'hui, la Russie est beaucoup plus présente que ne peut l'être aujourd'hui la République populaire de Chine. Donc vous n'avez pas l'air de croire à l'installation d'une base navale chinoise sur la côte atlantique de l'Afrique? Alors, on en parle, donc c'est possible que ça soit développé, mais ce qui est certain, c'est qu'on a l'impression que c'est plus une question de prestige et d'affirmation de cette puissance chinoise en termes d'image que d'une capacité réelle à agir d'une manière très importante sur le continent africain. Valérie Niquet, merci.